Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Je crois que le mot stress est celui qui revient le plus souvent dans mon quotidien. Que ce soit au lycée, avec les élèves, alors ils stressent parce qu'ils doivent passer un oral, parce qu'ils doivent passer un examen, ou bien aussi à la maison avec tous les élèves que j'accompagne, parce qu'ils stressent, parce que voilà, va falloir qu'ils choisissent leur orientation, qu'ils fassent leur dossier Parcoursup. Bref, j'ai l'impression que le stress, il est absolument partout. Et surtout, que c'est peut-être un mot un petit peu fourre-tout. On ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a derrière ce mot et on ne sait pas toujours bien le comprendre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recontacté Christian. Donc Christian, c'est un coach, c'est un formateur PNL aussi. On avait déjà fait un épisode ensemble, l'année dernière, c'était l'épisode 62 que j'avais intitulé «Comment motiver son ado» et donc là, je lui ai demandé de me donner quelques conseils pour pouvoir gérer ce fameux stress. Alors, dans cet épisode, ce que tu vas apprendre, c'est, bah, déjà, c'est quoi le stress? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Tu vas savoir et comprendre que forcément le stress, c'est pas forcément toujours ton ennemi et puis évidemment, Christian va te donner des conseils très pratiques, très actionnables que tu vas pouvoir mettre en place pour gérer ce fameux stress quand tu vas sentir qu'il monte en toi parce que tu as une situation un peu, angoissante qui va t'arriver. Voilà, bah, écoute, j'espère que cet épisode te plaira. Si jamais tu as des questions pour Christian ou des questions pour moi, n'hésite pas à le faire en commentaire de cet épisode, mais tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram, Réussir son orientation, où je partage d'autres conseils sur l'orientation qui, à mon avis, te seront très utiles. Bonne écoute! Bonjour Christian, merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver parce qu'on avait déjà fait un épisode ensemble l'année dernière, en septembre. C'était l'épisode 62. Et si je me rappelle bien, on avait parlé plutôt sur la motivation. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un autre thème qui, à mon avis, est tout aussi important que la motivation. C'est la gestion du stress. Parce que je pense et je sais même, pour être maman et prof, que bah, souvent les ados, et puis même nous les parents, on peut être assez stressé et que derrière ce mot stress, on y met un peu tout et n'importe quoi. Et je trouvais que c'était pas mal de peut-être faire un épisode là-dessus. Et donc, voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par expliquer c'est quoi ce mot stress et voilà, à quoi on pense et à quoi on se réfère quand on parle de stress, peut-être, pour commencer. Mhm. Eh bien, en fait, si on comprend en général le stress avec une connotation relativement négative, je suis stressé, je vis une vie stressante, etc., etc. Bon, ça a du sens dans certaines circonstances, mais la plupart du temps, en fait, le stress, c'est avant tout et essentiellement quelque chose qui nous permet d'agir en fonction de ce que j'ai appelé l'adversité, les difficultés de la vie ou les challenges qu'on a envie de relever. C'est-à-dire que sans stress, eh ben, on bouge pas. En fait, tout simplement, on bouge pas. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a un deuxième malentendu qu'on entend vis-à-vis du stress, c'est que, en fait, une fois qu'on passe en mode stress, on passe dans le mode de l'agression, enfin, de l'attaque et la défense et des choses pareilles. Et en fait, le stress, c'est encore beaucoup plus large que ça. C'est véritablement ce qui nous met en marche, en fait. C'est ce Mhm, qui nous mobilise. Donc, sans stress, on bouge pas, comme je disais tout à l'heure. Alors après, bien sûr, il y a des gradations, parce qu'en fait, c'est pas le stress qui est mauvais en soi, mais le stress est quelque part le révélateur de quelque chose qui est beaucoup plus important et fondamental, c'est que nous avons un besoin de sécurité. mhm, Et en fait, on cherche à satisfaire le besoin de sécurité. Alors, on n'est plus à l'époque où les ours vont nous attaquer au coin du bois, mais la sécurité, c'est éventuellement quand on est engagé dans une carrière ou dans des études, cette sécurité, c'est-à-dire je gère, j'ai les éléments qui me permettent d'agir comme j'ai envie pour atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Et si je vois que je ne vais pas l'atteindre, je peux me sentir, entre guillemets, menacé. C'est pas une véritable menace, mais en tout cas, c'est comme ça que mon cerveau, que mon corps, que ma neurologie va le percevoir. Et ok. c'est là que cette notion de stress est importante, c'est parce que c'est une manière de doser. J'aime bien doser parce que dans doser, il y a oser. Oui, Donc, c'est une manière d'oser, mais en dosant, justement. d'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où
on s'engage dans quelque chose, on a un projet, on se projette, c'est normal, c'est un projet, et on veut atteindre, on veut mobiliser les ressources qu'on a pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis, inévitablement, parce que la vie est faite comme ça, il y a des inconvénients, des problèmes qui peuvent surgir à partir d'un événement ou quelque chose qui est à l'intérieur, des pensées, etc., qui fait que tout va basculer. Alors après, il faut voir comment on va basculer. C'est-à-dire, est-ce qu'on va basculer dans le tout ou rien? C'est un peu une tendance pour le moment. On est très binaire, très polarisé. C'est-à-dire, en fait, ou bien je vais bien, ou bien je vais mal. Oui, je suis En stressée. fait, il y a énormément de gradations entre les deux. Ok. Donc, si tu veux dire, par exemple, tu vois, ce matin, j'avais un élève qui devait faire une présentation et il nous a dit après, j'avais les mains qui étaient toutes transpirantes, j'avais plein de plaques rouges. Donc, en fait, lui, sa sécurité, c'était de te dire, en fait, je me mets devant le regard des autres et ce qui le mettait en danger, c'était juste le regard des autres. Et c'est ça, finalement, où il se sentait un peu, finalement, attaqué, quoi. Parce que, C'est ça. Et oui, tout à fait. À partir du moment où on dit effectivement le regard des autres, alors tout le monde sait très bien, à part dans les chansons où on parle des yeux revolver, ouais, le regard des autres ne va pas nous blesser. Ce qui ouais, va nous blesser, ce qui peut ressembler à une menace ou un danger, c'est le fait que le regard des autres vont donner aux autres une autre image que celle que je voudrais donner. voilà, c'est ça. Et donc, et c'est ça qui va me mettre dans une insécurité. Et de l'insécurité au danger, il y a qu'un pas, mais c'est pas un danger physique. Mais en même temps, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, en fait, le stress, c'est pas uniquement quelque chose de psychologique, comme je comprends. Si là maintenant, je vous invite à vous plonger dans une baignoire d'eau glacée, ça Mm. va générer un stress. Donc c'est un stress qui est simplement physiologique à ce moment-là et c'est pas uniquement quelque chose qu'on s'imagine. Donc bien souvent c'est ça parce qu'on vit dans un monde de plus en plus, je dirais, à la fois connecté et à la fois déconnecté de notre corps. Mais il y a aussi le stress qui est généré simplement par des choses qu'on subit, une opération par exemple, chirurgicale Oui. ou un accident. Il y a la dimension psychologique, mais il y a la dimension du choc qui va générer un stress qui va simplement avoir pour vertu, objectif, de mobiliser mes ressources pour traverser. D'accord. Donc là, dans ce que tu es en train de dire, c'est que donc le stress, ça peut être dû à un événement, comme tu dis, se plonger dans une baignoire d'eau froide, avoir un accident, et là, ça crée du stress. Mais nous, le stress auquel on va se référer aujourd'hui, c'est celui finalement qu'on se crée un peu tout seul par rapport à des idées qu'on va avoir sur, ça va être la catastrophe, j'ai pas assez révisé, je vais planter mon examen, donc ça me stresse. Je vais devoir prendre la parole devant une classe, donc ça va être l'horreur, ils vont penser que je suis complètement stupide. Et finalement, il n'y a pas d'événement hormis celui que je me suis inventé. Pour autant, mon corps y réagit aussi. Je tremble, j'ai les mains moites, j'endors pas la nuit. Donc voilà. Et ce que tu es aussi en train de dire, c'est que le stress, c'est pas ou bon ou mauvais et qu'il peut y avoir une petite gradation, c'est ça? Oui, en fait, si on devait vraiment l'envisager complètement, moi je distinguerais deux parties. La première partie, c'est celle qui fait que tout d'un coup, quelque chose en moi décide, je suis en danger, je suis en insécurité. Mhm. C'est tout un processus, ça va tellement vite que parfois on croit que ça surgit et que on peut rien y faire, on peut rien contrôler ni quoi que ce soit. C'est en partie vrai, c'est en partie faux. Et il y a l'autre partie qui est, OK, à partir du moment où quelque chose en moi a décidé ceci est une cause de danger, ceci me met en insécurité, il se passe tout un processus sur lequel on va pouvoir agir. Donc il y a vraiment deux phénomènes. Qu'est-ce qui fait que je catalogue cet événement de stressant, c'est-à-dire dangereux ou qui me met dans une relative insécurité, et comment je fais à partir du moment où ça démarre et ça peut avoir une chaîne complète. Alors, peut-être commencer par d'abord comprendre, effectivement, moi je pense que c'est important parce qu'on raconte beaucoup de choses autour de ça, c'est de comprendre ce qui se passe à partir du moment où j'estime que je suis en danger. Mhm. Le petit voyant danger s'allume, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se déclenche. Et ce qui est important, bien souvent, on parle du ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Autonome veut dire j'ai pas contrôle dessus, Mhm. j'ai pas de contrôle direct dessus. Et quand on parle du système nerveux autonome, on parle de deux branches. C'est le système nerveux sympathique et le parasympathique. Alors, c'est très sympa
Mm. c'est le cas de le dire, de parler de sympathique et parasympathique, mais le problème, c'est que ça crée une polarité de nouveau entre ou bien on est dans l'un, ou bien on est dans l'autre, et c'est pas nécessairement ce qui est le plus favorable parce que ça crée des dilemmes et des conflits où on ne sait pas très bien dans quel cas on se trouve. Alors le sympathique, c'est le système qui me mobilise pour passer à l'action. Donc c'est véritablement, si on revient de nouveau avec les schémas ancestraux, face à l'animal qui m'attaque, soit j'ai le choix d'attaquer ou de fuir. C'est fight ou flight en anglais, c'est-à-dire attaque ou la fuite. C'est mobiliser mes ressources, les muscles les plus importants que j'ai qui vont me faire passer à l'action. Et ça va avoir un effet global sur le corps parce que vraiment, même au niveau du sang, les fonctions digestives vont s'arrêter parce que les fonctions digestives, j'en ai pas besoin pour survivre et attaquer, etc. Donc il y a toute une mobilisation corporelle qui va se mettre en place grâce à cette partie du système nerveux sympathique. C'est celui de la mobilisation. Et après, il y a le parasympathique, on pourrait croire, c'est celui qui sert à revenir au calme. Et ça, de nouveau, c'est une légende quelque part, c'est bien sûr vrai, mais c'est loin d'être suffisant pour donner une explication de ce qu'on appelle le parasympathique. Et le parasympathique, en fait, on le distingue maintenant depuis un certain temps avec ce qu'on appelle la théorie de polyvagale par deux nerfs vagues, euh, celui qui est qu'on dit ventral et celui qu'on dit dorsal. Pourquoi? Parce que simplement, les extensions de ce système nerveux vont descendre et aller toucher pour le système ventral tout ce qui est système digestif, donc en dessous du diaphragme, et pour ce qui est du système dorsal, tout ce qui est à l'arrière, les omoplates, les muscles trapèzes et bien sûr le cœur et la respiration. Donc on a un double système et pourquoi distinguer ça? C'est pas du tout pour briller en société en faisant de la biologie à deux balles, comme on dit. C'est plutôt pour bien comprendre que c'est vraiment des fonctionnements complètement différents. Si on revient sur l'évolution des êtres vivants, je dirais que le premier système, le plus ancien, le plus archaïque, c'est le système du nerf vague dorsal qui peut être comparé à ce qu'on appelle le reptilien, c'est-à-dire ce qui va faire que en cas de danger, quand je ne sais rien faire, ben, je vais être complètement paralysé, Mhm. immobilisé et je vais plus bouger. Et on retrouve ça, c'est les moments de sidération, les Mm. moments où on n'est pas capable de prononcer un mot, on est complètement figé. Bon, pour les animaux, c'était utile. Quand la souris ne bouge plus, le chat s'en désintéresse parce qu'il n'est Mhm. intéressé que par les animaux vivants. Donc c'est une fonction très 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 utile. Après, il y a l'autre qui est le niveau sympathique, et lui, c'est l'attaque et la défense. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à avoir un peu plus de latitude pour agir. Je peux décider de m'enfuir, je peux décider d'attaquer. Et si je vois que c'est absolument impossible ou d'attaquer ou de me défendre, eh ben, je vais me résoudre dans le système le plus archaïque, c'est-à-dire je vais me figer et je vais me paralyser. Ça, c'est en passant du plus profond et en remontant. Si on remonte encore plus haut, on a le système, là, c'est le système justement du nerf vague ventral. Et ça, c'est celui qui caractérise notre évolution la plus avancée en tant qu'être humain. C'est tout ce qui est sociabilité, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est... Il y a du calme aussi, éventuellement, à ne pas confondre avec l'immobilisation du dorsal. Le ventral, c'est le calme, c'est les moments où on est bien, en fait. Tout Ok. simplement, on est bien, on est créatif, on peut être curieux, on est ouvert, tout simplement parce que c'est le système qui est actif quand on est dans la vie de tous les jours et que le système va bien et que je ne me sens pas en danger. Je suis Donc, donc épanoui, je travaille, tout va bien, je mémorise bien, enfin tout se passe bien. Et puis tout d'un coup quelque chose arrive, label danger, et à ce moment-là, la boucle va démarrer vers le sympathique et vers le dorsal. et donc c'est là par exemple qu'on peut avoir ce sentiment de je sais plus rien, quoi. J'arrive à un contrôle C'est ça, et mon cerveau il est complètement vide, je sais plus rien, alors que c'est faux. Il suffit juste que je me calme, je relance c'est le ça. truc. Moi je le vois souvent quand je vais passer des oraux, on leur dit allez buvez un verre d'eau, on recommence depuis le début et puis voilà la machine elle repart. Donc là on est vraiment dans le freeze quoi, on bouge pas.
Et C'est puis ça ça, peut et être... on retrouve les gradations, effectivement, c'est-à-dire que pour certains, ça va être challengeant, c'est un petit défi, j'aime bien quand je suis un petit peu à la limite de la limite, on va le voir, on le voit ça dans le sport, par exemple, mais ça peut être aussi, dire, ok, cette matière, je vais la voir, je vais la maîtriser, je vais lui montrer au prof ceci ou Mhm. cela, et donc ça va me mobiliser. Et puis à un moment donné où tout d'un coup, il y a plus du tout cette confiance dans mes ressources, et c'est là que je vais me bloquer. Ok. Et ou Et, sinon, et- alors et voilà, comme tu dis, tu peux aussi, au lieu de te bloquer, tu peux partir, et ça on le voit parfois en tant que parent, on est stressé et on agresse, quoi. Donc on parle mal, on répond mal, et donc là on est dans le fight, en fait. Ou Et bien, c'est ou bien on va aussi se réfugier dans sa chambre et ou on veut plus alors, parler de voilà. rien, on Et met le ça, casque. voilà. Et ça, je le vois aussi en disant, ouais, ils s'intéressent à rien, ils sont fous, il est complètement paresseux. Et en fait, ça, quelque part, même si c'est, et ça, c'est un peu trompeur, en fait, hein, parce que l'agression, on sent bien qu'il y a du stress derrière. Mais c'est vrai que le coup de, il se met sous son casque, il me parle plus, on a l'impression qu'on le prend un peu personnellement. Et en fait, parfois, le problème, il vient pas de nous, mais il vient de la situation qui, on s'approche des examens, on se sent pas assez prêt, et puis ben voilà, là on se met en mode je disparais sous terre et oubliez-moi, peut-être que si je me mets la tête dans le sable Mm. en plus, ça va disparaître complètement. Et c'est une autre technique en fait pour gérer son stress. Ok, mais alors quand on sent justement ce stress qui monte et ces examens qui approchent et qu'on sent que voilà, on n'a plus rien pu idée, comment on peut faire? Quels sont les petits trucs qu'on peut avoir pour justement gérer son fameux stress, quoi? Alors, en fait, pour gérer ce fameux stress, justement, au moment où on sent que les choses sont en train de déraper, enfin, que insécurité, danger ou quel que soit le nom qu'on y colle, le tout premier stade, il est encore acceptable dans le sens que ça me permet mon cœur va battre un peu plus vite, mais pas d'une manière extraordinaire. Et je vais pouvoir, si je suis bien équilibré, si je suis bien dans ma peau, bien dans mon équilibre nerveux, assez de sommeil, etc., je vais pouvoir activer le ventral, système du nerf vague ventral, qui est en fait le système sociabilité. Et on retrouve ça avec pas mal de personnes qui, quand on ressent le stress, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Mhm. C'est besoin de parler, renouer des contacts. Et c'est assez marrant parce que physiologiquement, quand on loue contact, on est en société avec des gens, des amis ou des choses pareilles, on tourne la tête, on regarde à gauche, on regarde à droite, et tout ça active les nerfs, le nerf ventral qui est pleinement présent dans tout ce qui est faciès, la manière de regarder, d'ouvrir les yeux, de fermer les yeux, enfin, les grimaces, etc. Et aussi le fait de tourner la tête sont tous des phénomènes qui vont amplifier ou qui sont nourris par le système ventral. Et ça, c'est la première porte de sortie. On va éviter la dégradation simplement parce qu'on a sociabilisé. Simplement, Ok. sociabiliser, c'est déjà énorme. Mais si ça va plus loin, à ce moment-là, c'est le sympathique qui s'active. Et si on est dans le sympathique, c'est-à-dire l'attaque et la fuite, on mobilise son énergie, on sent très bien la tension, on digère plus, on fait de l'acidité ou des choses pareilles, et on va pouvoir à ce moment-là soit se mobiliser ou fuir, mais peut-être et probablement que au départ, il y a une surévaluation du danger et que donc, en fait, parce que s'il y a du danger, il faut pas négliger, c'est quelque chose d'important, cette attaque et cette fuite, mais bien souvent, c'est psychologique, c'est la manière que j'interprète la situation qui fait qu'il y a ce danger. Donc, on peut dire, comment faire pour relâcher cette sensation? Mhm. Bien, tout simplement, de nouveau, c'est en activant, et c'est à travers le cœur. On ne peut pas décider volontairement d'accélérer ou de ralentir le rythme cardiaque. C'est pas possible. Par contre, peut le faire de manière indirecte à travers la respiration. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand on est dans les phases de stress d'attaque et de fuite, on doit mobiliser pour avoir un maximum de flux sanguin qui circule dans les muscles pour pouvoir agir. Et la respiration est fait une voie royale. Je vais passer les détails sur la biologie, mais ce qui fait que c'est facile à comprendre quand j'inspire. Quand j'inspire, mon diaphragme descend et j'ai dans ma cage thoracique beaucoup plus d'espace. Si j'ai plus d'espace, mon cœur a plus d'espace, et à ce moment-là, j'ai cette impression que le cœur va, je dirais, euh, que le rythme sanguin va ralentir, et donc à ce moment-là, mon organisme va dire, vas-y, pompe un peu plus fort.
Il va Ok. donner l'ordre au cœur de s'activer. Donc, l'inspiration, en fait, a pour vertu d'accélérer, d'amplifier ce sentiment d'attaque et de fuite et du sympathique. Par contre, si j'expire, et c'est là qu'est la clé, si j'expire, je vais, le diaphragme remonte, moins de place dans ma cage thoracique, le cœur est plus serré. S'il est plus serré, la même quantité de sang a l'air de passer plus fort. Et à ce moment-là, le cœur, mon système autonome me donne l'ordre, l'injonction de dire ralentis. D'accord. Et donc, c'est pour ça que la respiration dans l'expire active les circuits qui donnent le retour au calme. Donc, la meilleure chose à faire, c'est commencer par une bonne respiration. Une bonne respiration, c'est quoi? C'est d'abord inspirer, parce que bon, il faut quand même inspirer quelque chose. Et l'aspiration que je conseille souvent, c'est inspirer. Ensuite, on donne une toute petite poussette en plus, un peu plus, pour vraiment gonfler toutes les alvéoles. Et puis, expirer Relâche. plus longtemps, au moins un tiers en plus, voire la moitié en plus d'expiration, qui va Oui. amener vers le calme. Je Et crois, il y a faire un ça truc. pendant, il faut pas beaucoup de temps, pendant peut-être une minute ou deux maximum, maximum, grand maximum. Et ça va comme en vertu de commander indirectement le retour au calme, c'est-à-dire de dire au sympathique, ça va, tu peux te calmer, la situation est sous contrôle. Et c'est la même chose avec le problème de la paralysie, si on arrive encore plus loin, où là on est complètement figé. De nouveau, c'est la seule solution, c'est justement la respiration, c'est le moyen le plus puissant et le plus direct pour pouvoir faire quelque chose. Mais il y a d'autres moyens. Il y a aussi avant de basculer dans la paralysie, c'est de dire, OK, j'ai toute cette énergie du stress qui est en moi, ben dépensons-la. Allons Mhm. marcher, allons courir, allons faire du sport, allons danser. Et c'est ça qui est très très puissant, c'est qu'effectivement, que ce soit le jeu ou la danse, sont tous des pratiques qui sont à la fois corporelles et qui ont comme vertu d'activer tous les circuits. La danse, par exemple, c'est très fort dans le social et c'est très fort dans le corporel. Et donc, ça va harmoniser, parce que c'est ça qui est l'essentiel et qui est la clé, c'est de pouvoir avoir un équilibrage. Donc, Ok. aucun système n'est mauvais. Ce qui est pas bon, c'est quand on reste coincé dans l'un ou dans l'autre. Ok. Bon, alors peut-être aller faire une petite danse avant un examen quand on n'a Une plus une idée, petite c'est un danse truc avant un con. examen. Mais sinon, c'est vrai que justement, boire un coup, se lever, marcher, ça peut être aussi, si on a l'impression d'avoir plus aucune idée, ça peut être aussi une Et solution. parler, Et et parler, parler, voilà, et parler avec parler à quelqu'un, quelqu'un ou voilà. chanter. Oui, Chanter et très chanter, c'est fort vrai. pour le ventral. En fait, tout ce qui est larynx est activé par le système du nerf vague ventral et donc c'est excellent Oui, aussi. enfin, si c'est possible, voilà, se Il y a mettre le pied aussi une dans les toilettes. pratique qu'on conseille. Bon, c'est pas une efficacité redoutable, mais c'est quand même efficace. C'est derrière l'oreille, parce que c'est par là que le nerf vague a toutes ces terminaisons. C'est de faire un massage léger et délicat derrière l'oreille. Ok. Derrière l'oreille, ce qui a pour vertu de faire. Il y a aussi les mouvements latéraux. Regardez à gauche, regardez à droite. Oui, donc se remettre en mouvement. Se Et remettre en mouvement et réactiver l'équilibrage, parce que c'est vraiment l'équilibrage. Et alors, peut-être aussi un exercice d'équilibrage, mais ça, c'est pas à faire sur le moment du stress, mais c'est peut-être préventivement, peut-être 2 heures ou 3 heures avant l'examen, n'importe. Ça, c'est l'exercice qu'on appelle l'exercice fondamental en théorie polyvagale. Simplement, c'est de croiser les doigts, c'est de croiser les doigts des deux mains et de les mettre à l'arrière de la tête, à l'arrière de la tête. Et donc, coucher, on peut le faire debout, mais coucher, c'est plus facile à faire quand on le fait au début. Et ensuite, de regarder à droite et de respirer normalement jusqu'à ce qu'on ressente une sorte de soupir, de soulagement, le de soulagement. bâillement. D'accord. Ensuite, on revient au centre et puis on fait la même chose en regardant à gauche et on reste comme ça. Et on fait cet exercice pendant une minute ou deux. Et c'est absolument excellent pour la régulation des trois systèmes. D'accord, ok. Donc, si je résume ce qu'on a dit là, c'est que bon, le stress, c'est ni bien ni pas bien. C'est de toute façon, on peut pas le contrôler. Il arrive, on l'accepte puisque c'est comme ça. Si de toute façon, il est utile aussi parce que sans stress, on se met pas en mouvement. Donc, on a vraiment besoin de ce stress pour pouvoir démarrer son mouvement. Et si on le sent arriver et qu'on sent que on commence à devenir super agressif, voire même qu'on a l'impression qu'on n'a plus aucune idée, peut-être que
Alors ça, c'est plutôt pas mal si on peut arriver à bouger, à faire des choses, peut-être chanter, et ça, c'est bien. Mais sinon, la roue de secours, chose la plus efficace qui va marcher, c'est de regarder des gens, être accompagné si on peut et respirer. Et donc, la mode de respiration que j'avais aussi entendu dans un podcasteur qu'on aime bien tous les deux qui s'appelle Andrew Huberman, qui appelle ça la respiration physiologique ou physiological sigh, où lui, il conseille ce que tu dis. C'est-à-dire, on respire une première fois et puis on re-respire encore une fois. Donc, on inspire une fois, une deuxième fois encore plus haut, on bloque et ensuite on relâche, on relâche, on relâche le plus longtemps possible. Et il disait ça de faire ça deux, trois fois. Et a priori, si on a fait tout ça, normalement, on devrait être un tout petit peu moins stressé. Mais à côté de ça, voilà, on ne va pas s'inquiéter d'outre mesure d'être stressé pour un examen. Si après, par contre, ça devient trop, bah là, c'est un Mais autre. le problème, c'est qu'il faut pouvoir aussi que la source se tarisse. Si je réagis bien à chaque fois que j'ai une impression de danger, mais que je m'invente ou Oui, que j'alimente le danger en permanence, il est bien clair sûr. que je ne vais pas pouvoir Oui. revenir au départ. La première chose, c'est de travailler à la source. Et ça, c'est la notion d'interprétation. Ouais. Interprétation, coller l'étiquette, ceci est dangereux, Pour, ceci me exactement. met en Oui. insécurité. Alors on voit, on peut avoir mille, on le voit, il y a certains étudiants probablement qui se disent, moi, mais c'est pas grave, de toute façon, moi, je vais réussir, je vise pas le max. Enfin, ils ont toutes sortes de raisonnements qui se fabriquent et qu'ils soient bons ou mauvais, c'est pas la question. La question, c'est que ça leur permet de ne pas labelliser danger, une Mhm. situation qu'ils vont vivre. Et pour ça, c'est bénéfique en soi. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, le danger, il est physiquement pas extérieur. Donc c'est un danger que j'ai construit par un raisonnement, par un jugement, par une évaluation, et sur ça, je peux agir. Alors il y a beaucoup de méthodes pour agir, mais une méthode que je trouve très très facile, si on arrive à la faire, mais c'est ça simplement vous mettre à l'affût de cette petite voix qui vous dit que c'est un danger, qui vous dit ou c'est pas bon, ou ça c'est pas bien, ou là j'ai peur, ou n'importe quoi. Et simplement prendre conscience de cette petite voix quelque part qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Elle est très rapide, donc parfois c'est pas facile à distinguer, mais une fois qu'on l'a distinguée, c'est de le, c'est d'abord de la reconnaître en disant, je te reconnais, toi, petite voix, Mhm. mon petit juge favori. Vous pouvez l'appeler un gremlin ou n'importe quoi. Et si vous ajoutez quelque chose un peu marrant, un peu enfantin, là, ah, je t'ai reconnu, je t'ai Mhm. trouvé. Mhm. Ça va créer deux choses. La première chose, ça va ramener dans la sphère du jeu quelque chose qui était là, dans la sphère du danger. Deuxièmement, en créant celui qui observe la petite voix, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dissocie et donc inévitablement on affaiblit l'autre parce qu'on tombe dans le jugement, on est 100% dans le jugement. Et si on fait un pas de côté, on dit, je t'ai reconnu, petite voix du juge. À ce moment-là, on peut calmer le jeu aussi. Ok, super. Donc ça, c'est plutôt un travail qu'on va faire de matière un peu plus générale et plutôt une habitude qu'on se donne. Donc la respiration, c'est plutôt au moment du grand stress et là, il n'y a plus rien à faire. Mais c'est vrai que cette habitude d'écouter la petite voix, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire de manière assez récurrente pour éviter les sources de stress. Super. Bah, écoute, Christian, je pense qu'on a quand même pas mal d'idées là pour pouvoir gérer son stress. Je te remercie beaucoup. Est-ce que si on a d'autres questions sur le stress, est-ce qu'il y a un moyen où on peut te contacter, où on peut regarder tous les travaux nombreux que tu mets à la disposition du public? Ben, en fait, ma pratique, la pratique aussi bien de coaching ou en formation, elle est basée sur ce que j'appelle Aikikom. Donc, le site, c'est aikikom.eu, sur lequel on peut me contacter d'une manière ou de l'autre. C'est-à-dire, oui, il y a là, et alors aussi, j'ai aussi l'atelier PNL, mais ça, c'est par rapport à la PNL qui permet de travailler sur cette manière de labelliser quelque chose comme Ouais, dangereux ok, super. bien plus que sur autre chose. Et je vais juste ajouter, parce que j'ai quand même oublié de le signaler, c'est que parfois on dit le stress, le stress, le stress, mais il y a aussi l'absence de stress. Je suis complètement amorphe, j'ai pas de courage, je ne suis pas mobilisé. C'est l'autre côté, c'est le côté, le calme n'est pas nécessairement toujours Non, c'est vrai, favorable dans c'est certaines vrai. circonstances. Et là, il y a de nouveau des exercices qui permettent de mobiliser son corps travers l'activité physique, on l'a dit, la danse, mais surtout des phénomènes où on va faire un travail, une course rapide, quelque chose assez engageant sur un plan physique, qui va mobiliser, parce qu'on dit que le nerf vague ne sert qu'à
calmer le jeu, mais en fait, il active aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. D'accord. Entre le non, bon, pas de stress, c'est pas bon. Trop de stress, c'est pas bon. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Super. Bah, écoute, Christian, merci beaucoup. Je mets tout ton contact aussi dans les notes de l'épisode. Et puis, écoute, à l'année prochaine pour un troisième épisode. Je suis sûre qu'on aura d'autres idées. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup, Au Corinne. À revoir. bientôt.